Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Addict Sport. Le pod est de retour encore une fois cette semaine avec un invité cette fois-ci au football américain, plutôt canadien puisque c'est le botteur de l'Université Laval, Rouge et Or Football. David Côté, on a eu une très belle discussion avec lui, très content d'avoir pu discuter avec lui cette semaine. Yes, c'est ça, on a rencontré un super de bon gars là, qui nous a donné un petit peu d'anecdotes là, sur comment ça se passe là, au Rougeard. On sait que c'est une super belle organisation pour le football. Fait que écoutez ça, là, il y a beaucoup d'anecdotes puis d'informations très, très pertinentes là, qu'on a discuté avec lui. Fait que c'est ça. Bon épisode à tous. Salut Arnaud, Salut Emile, ça va bien? ça va super bien toi? Yes, super. Encore une fois, là, super content d'être avec toi et notre invité d'aujourd'hui. Bien hâte à ça. Yes, alors cette semaine, on reçoit avec nous un ancien gagnant de la Coupe Vanier, un futur gagnant de la Coupe Vanier aussi, on l'espère. Un joueur là, qui a été nommé sur l'équipe d'étoiles des unités spéciales du RSEQ, mais aussi sur l'équipe d'étoiles du RSEQ. Donc, on a avec nous le botteur du Rouge et Or Football, David Côté. Salut David, comment ça va? Salut, ça va très bien. Comment ça va, vous autres? Ça va super bien. Là. Top, Un yes. gros merci pour ta présence, un gros merci pour ton temps. Juste avant là, de commencer, je ne sais pas si tu peux nous parler un petit peu rondement là, de ton parcours sportif, académique pour les personnes, pour le public qui te connaît peut-être un petit peu moins. Donc, vas-y, on t'écoute avec ça. Moi, mon parcours, si on veut, sportif, ça a commencé par le soccer. J'ai commencé au Phoenix des Rivières à jouer au soccer. J'étais gardien de but. Peut-être de là un petit peu que le métier de botteur est venu par la suite. Ça l'a peut-être aidé. J'étais gardien de but, j'ai joué au soccer jusqu'à 18 ans environ. Puis quand je suis rentré au secondaire, j'ai commencé le football en même temps. Fait que je chevauchais soccer-football. J'ai eu tout mon secondaire, puis là, après, rendu au cégep, j'ai dû trancher, là, dans le fond, parce que rendu au secondaire à l'Académie Saint-Louis, justement, je faisais du soccer, je faisais du foot, puis je faisais du basket aussi. Donc là, ça devenait un petit peu complexe, tout agencer ça avec l'école. Fait que j'ai décidé de me concentrer un petit peu plus sur le football rendu au cégep. C'est ça qui m'a amené à CNDF, à Saint-Augustin. Mhm. Puis c'est à partir de là aussi que j'ai commencé seulement à me concentrer sur la position de botteur. Avant, j'étais aussi receveur de passe. Puis là, OK. à cause de blessures et d'autres circonstances, j'ai décidé de me concentrer plus à devenir botteur. Puis après mes années, c'est ça qui m'a amené au Rouge et Or puis à la place que je suis maintenant. OK, excellent. Puis, tu nous as parlé là, un petit peu du fait que tu es passé du soccer au football, que tu as chevauché les deux sports pendant un certain nombre d'années. Qu'est-ce qui t'a poussé au final? Quel déclic s'est passé à la fin qui te dit bah, moi, finalement, je vais mettre le soccer vraiment de côté pour me concentrer sur ma carrière de football? Honnêtement, on dirait que j'ai tellement fait de soccer quand j'étais petit que je sais pas, j'ai peut-être, avec les années, eu un petit écœurite, si on veut, OK. du soccer. J'ai comme été trop dedans, puis à la fin, j'étais un petit peu tanné, j'avais moins de motivation et tout. J'étais, tu sais, gardien de but, vous savez un peu, les gars, vous avez joué au Ouais. soccer et tout. Souvent, tu tires à terre, souvent, tu plonges par terre, il y a tout le temps des plongeons, puis j'étais un peu tanné de tout ça, d'être dans les buts. Puis avec le football, peut-être vu que c'était plus récent dans mon parcours, là, c'était vraiment ça qui m'attirait le plus pour le futur. Puis un peu aussi du feeling. Là, j'ai décidé de me diriger vers ça sans un peu savoir qu'est-ce que ça allait donner, mais ça a été un petit peu ça ma décision. OK, c'est super, super intéressant. Tantôt, tu parlais que, tu sais, il y a des similitudes peut-être entre le poste de gardien de but et le fait d'être botteur au soccer. Avant de passer là, à ton arrivée au Rougeard, à quel point, mettons, tu peux dire que ça t'a aidé, le soccer, dans ce que tu es comme joueur maintenant de football? Est-ce que ça l'a beaucoup aidé? Ben, je pense que les deux, ça se ressemble un petit peu parce que c'est deux positions qui sont un petit peu solitaires d'un certain point. Ouais, Là. Souvent, spécial, exact. t'es le seul gardien dans ton équipe, ben, t'es le seul batteur aussi. Il n'y en a pas 10 comme des receveurs, par exemple. Là. Ouais. Donc, ce côté-là, puis aussi,
Le petit côté aussi que j'ai aimé au football de retrouver, c'est à chaque fois que tu es sollicité, c'est des moments importants. Tu es gardien de but, souvent, le monde te voit, tu es dans ton but, tu ne fais pas grand-chose, mais quand il y a de l'action, c'est important que tu sois là. Puis, tu fais souvent la différence. Puis c'est un petit peu ça que je retrouvais par le football à cette position-là. OK, super, je trouve ça super intéressant. Par après, tu disais que tu étais au CNDF. Comment ça s'est passé après ça? Comment le Rouge et Or t'a approché? Puis qu'est-ce que ça représentait pour toi, David Côté, qui a grandi à l'Académie Saint-Louis, CNDF, en regardant le Rouge et Or? Fait que, en 2 volets, peut-être, qu'est-ce que ça représentait? Puis comment ça s'est passé, l'approche qu'ils ont fait pour te recruter? Comment ça s'est passé? C'est plus lors de ma 3e année, dans le fond, là, j'ai commencé à me faire approcher un petit peu vers les équipes dans le RSEQ. Puis là, ça a été vraiment de faire des visites puis d'un petit peu analyser ce qui était le mieux pour moi côté scolaire, mais côté football aussi. Puis là, en ayant fait des visites, j'ai visité McGill, Sherbrooke, l'Université de Montréal aussi, puis Laval, évidemment. Puis c'était vraiment à l'Université Laval que je me sentais mieux peut-être parce que c'était ma ville. Là, un petit gars de Québec, c'est la réponse classique, mais un petit gars de Québec qui allait voir les games. Moi, j'avais 6-7 ans, puis j'allais au tailgate avec mon père, puis on allait voir les parties de football là, toutes les semaines presque. Là, il y avait des billets de saison. Il y a des billets de saison depuis je ne sais pas combien d'années. Donc, j'ai tout le temps grandi un petit peu avec ça. Puis les installations aussi, là, vous avez déjà été au PEPS et tout. C'est assez incroyable les installations qu'on a. Puis tout cet amalgame-là de circonstances, les coachs aussi, les entraîneurs de grande qualité m'ont fait opter pour le Rouge et Or. Puis c'est sûr aussi la différence de rester à Québec financièrement, c'est une grosse différence comparée à s'en aller à l'extérieur, puis payer un appartement, payer ta nourriture, etc. Donc, ça a aussi un petit peu penché dans la balance. Puis comment s'est fait un peu ton arrivée au Rouge et Or quand tu es arrivé pour la première fois, mettons, dans le vestiaire ou au premier entraînement? Comment s'est fait cette arrivée-là avec les autres joueurs, etc.? C'est sûr que quand tu arrives, c'est un petit peu intimidant. Tu as des joueurs qui sont là depuis 4-5 ans que tu connais, puis c'est des gros noms au Rouge et Or et un petit peu des vedettes, si on veut. Là. Puis c'est un petit peu intimidé, mais moi, quand je suis arrivé, il y avait un autre botteur de gens en place, Dominique Lévesque, puis il m'a super bien intégré là-dedans. Il m'a montré un petit peu comment lui avait passé par là aussi. Il m'a montré comment ça se passait, puis qu'est-ce qu'on devait faire. Puis, en le suivant un petit peu, ça m'a permis de voir les routines et comment que ça se passe dans le Rouge et Or. C'est assez intense, puis c'est assez strict. Là, fait que ça a été un bon mentor. Je te dirais qu'il a beaucoup facilité mon arrivée à l'équipe. Puis ça a facilité la transition, si on veut, du cégep à l'université. Okay. Excellent. Puis, tu sais, on en parle souvent aussi, tu sais, les joueurs, peu importe, là, joueurs et joueuses qui sont dans les programmes universitaires ou dans les programmes collégiaux. Tu sais, moi et Arnaud aussi, on était dans des programmes collégiaux. On doit, à un moment donné, on est pris entre nos études, entre notre sport, nos entraînements. On doit être capable de concilier tout ça. Toi, de quelle manière un petit peu s'est fait là, ce conciliement-là entre tes études et le sport au Rouge et Or? Ça s'est quand même bien fait. Je te dirais que ça a peut-être été un petit peu plus dur à ma première session à l'université. J'ai fait un petit peu le saut les charges de travail, des fois, à l'université, c'est un petit peu plus élevé qu'au cégep. J'ai fait un petit saut, mais par la suite, c'est sûr que tu trouves des façons tu n'as pas le choix de prendre un petit peu d'avance dans tes devoirs à un certain point. Surtout dans la saison, là, quand on arrive, nous, dans le temps des séries, un petit peu, il y a plus de temps, plus d'heures qui est passé dans le football. Puis l'école, là, on doit soit prendre de l'avance ou rattraper le retard. Ça dépend de quel côté on se ramasse. Mais c'est sûr qu'on trouve des trucs à l'université. Puis j'étais quand même bien entouré aussi à l'école. J'avais des coéquipiers qui étaient dans le bac avec moi. Fait que j'ai pu, en étant tout le temps ensemble, on a pu aussi faciliter ça un petit peu. Puis on a quand même bien réussi à s'en sortir. Puis pas eu trop de problèmes majeurs avec l'école. OK. Est-ce que vous avez, mettons, quelqu'un qui s'occupe de tous les joueurs de football Rouge et Or, ils s'occupent de leur cheminement scolaire? Puis est-ce que vous êtes bien entouré par l'organisation de l'université par rapport à ça? Oui, bien, il y a les coachs, ils font un suivi académique, si on veut, avec les joueurs.
pour voir si les gars passent leur cours, s'ils sont présents, s'ils font leurs travaux et tout. Il y a aussi un conseiller académique, si on peut dire ça un petit peu, qui est là, qui est tout le temps disponible, qui peut nous aider. On avait accès à une salle d'études, donc on pouvait aller pas mal n'importe quand. Il y avait, à mes premières années, il y avait surtout pour les niveaux, là, c'était bien utile, des périodes obligatoires d'études. Ça te forçait un petit peu à y aller puis à faire tes travaux. Fait que ça aussi, ça a été une façon de m'aider à concilier là, études et football. Là, quand tu n'as pas le choix d'aller à la petite période d'études, ben, des fois, ça fait une différence puis tu es un petit peu moins en retard. Tu es capable de reprendre le dessus un peu. C'est ça, parce que on a toujours l'image de Le Rougeard, c'est vraiment une des écoles les plus réputées là, au niveau du RSEQ, comme tu le disais. Puis on voit là, que vous êtes super bien traité au niveau des organisations, au niveau du staff. Là. Puis je vais enchaîner par rapport à ça. On dit Le Rougeard, c'est une super belle organisation. Là, l'autre organisation qui est comme super réputée, c'est les Carabins de l'Université de Montréal. Ça ressemble à quoi de l'intérieur, la rivalité entre le Rougeard et les Carabins? Est-ce que dès que tu es arrivé à ta première saison, mettons, tu l'as senti là, dans le vestiaire que c'est un match contre les Carabins, c'est vraiment différent, les fans sont. Comment ça se vit là, en tant que joueur? Ouais, c'est vraiment différent. Là. C'est une semaine de préparation contre les Carabins est tout le temps différente. Il y a tout le temps. Tout le monde est un petit peu plus concentré, tout le monde est plus sérieux. Les joueurs sont plus appliqués. Puis c'est vraiment. Ça s'est transformé en rivalité. Puis c'est vraiment le fun à vivre. Là. Les parties, autant que ce soit là-bas, c'est hyper bruyant. Avec comment que le stade est fait, leurs partisans. Qu'à Québec, on sait au PEPS, il y a beaucoup, beaucoup de fans qui sont ici. Donc, il y a tout le temps une atmosphère assez intense. Puis c'est tout le temps serré. C'est tout le temps quelques jeux qui font de la différence. Donc, c'est spécial de vivre ça. Puis oui, immédiatement, quand tu arrives, tu le sais que les Carabins, c'est pas nos amis, dans le fond. Là. Puis on se prépare à les battre à chaque semaine, dans le fond. Là. Puis, même encore aujourd'hui, je suis rendu un petit peu conditionné, je pense. J'aime moins le bleu que là, 5 ans quand je suis arrivé dans le programme. C'est sûr, puis ça fait des bons matchs. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans du Rouge et Or qui regardent peut-être un peu moins les matchs, mais quand c'est contre les Carabins, là sont là. Hein. Oui, c'est ça, exact. Puis, ça fait tout le temps, c'est tout le temps serré. Moi, quand je suis arrivé, les gars venaient de gagner la Coupe Vanier en 2016, mais précédemment, ils avaient perdu 3 ans de suite de mémoire contre les Carabins à la Coupe Dunsmore en finale de RSEQ. Donc, c'était aussi un sentiment un peu de vengeance, de se reprendre sur ces années-là qui avaient été plus difficiles, qu'on avait perdu. C'est assez spécial. C'est vraiment le fun de faire partie de ça. C'est pratiquement un match de championnat à chaque fois qu'on les affronte. D'un côté comme de l'autre, c'est hyper sérieux. Puis, probablement que c'est aussi la même chose de leur côté à eux à Montréal, là, quand ils veulent nous affronter. Ça doit être ça aussi. Oui, c'est ça. Puis j'imagine que les battre en saison régulière, ça doit être déjà vraiment, vraiment le fun. L'ambiance doit être incroyable, mais les battre en finale de la Coupe Dunsmore, puis tu l'as vécu, j'imagine que la différence doit quand même être présente. Oui, bien, c'est sûr. Je dirais que les games de saison sont aussi très importantes parce que ça procure l'avantage du terrain d'un certain point. Ouais. Si tu gagnes tes 2 parties contre les Carabins, en tout cas, dans les années que j'étais là, tu avais la Coupe Dunsmore à la maison. Donc, juste le fait de ne pas voyager, de ne pas des nuits à l'hôtel, de ne pas être dans ton vestiaire, c'est tous des petits trucs qui peuvent faire la différence. Puis, c'est sûr que c'est un beau feeling de les battre comme ça m'est arrivé. Là. J'en ai perdu une aussi à ma dernière saison. De gagner à la Coupe Dunsmore, c'est un beau feeling, surtout devant tes partisans. Là, c'est assez spécial comme sentiment. Puis, vas-y. Tu peux y aller parce que je vais y aller après, vas-y. OK, yes, mais tu disais, c'est différent dans la façon dont on se prépare, tout le monde est plus appliqué, puis tout. Toi, en tant que botteur, là, souvent, mettons, vous avez joué contre Concordia, contre McGill, puis au 4e quart, les matchs vont déjà être par un gros écart. Fait que tu ne viendras pas sur le terrain avec, mettons, un botté qui peut égaliser la marque ou donner la victoire sur le dernier jeu, mettons, un placement. Est-ce que c'est difficile de se garder concentré dans des matchs, mettons, contre McGill, Concordia, puis là, après ça, d'arriver
contre les Carabins, mettons en finale de la Coupe du Monde ou pour un match avantage du terrain? Est-ce que tu comprends un peu Ouais, je c'est comprends. difficile au niveau de la Ben, préparation? c'est sûr que ça peut peut-être avoir un petit impact, mais en tout cas, à ma position, personnellement, c'est tout le temps. Tu sais, chaque fois que j'embarque sur le terrain, ben, c'est soit que je l'ai ou soit je ne l'ai pas. Ouais. Si on parle des beautés de placement. Donc, j'ai pas vraiment de marge de manœuvre que je joue si je joue que, tu sais, contre la meilleure équipe ou la pire équipe, dans le fond. C'est un petit peu. Tu sais, moi, toutes les parties, je me prépare de la même façon. C'est tout le temps la même approche que j'ai chaque beauté, que ce soit 40 à 0 ou bien que ce soit 22-22. C'est tout le temps un petit peu la même approche. Donc, à ce point-là, ça ne change pas, mais c'est sûr que durant la semaine, tu vas peut-être faire des petits extras de plus pour te préparer contre Montréal. Là. OK, good. Super, merci. Puis, si tu avais un moment à choisir dans ta carrière, on va y aller avec ta carrière universitaire. Fait que tu as un moment à choisir dans ta carrière universitaire que tu revis ce soir ou demain matin, peu importe. Tu as un moment à revivre, lequel tu choisirais? Coupe Vanier 2018 qu'on a gagné définitivement, là, qu'on a gagné devant nos partisans ici à Québec, c'était incroyable. Là. Surtout, ce qui était encore le plus agréable dans tout ça, c'est qu'on a battu Western, que l'année d'avant, ils nous avaient battus en finale. En fond, à ma première année en 2017, on avait joué contre Western Ontario, qui était une bonne machine de football. Ils nous avaient battus à Hamilton. Puis l'année d'après, on savait que la Coupe Vanier était à la maison. Puis toute l'année, tout l'hiver, c'était ça le point de focus des gars puis des coachs, c'était de rencontrer Western encore une fois en finale, mais cette fois-ci chez nous. Donc, ça a été un beau sentiment là, de toute la partie. C'était incroyable. Puis là, après, de gagner, d'un, tu es à Québec, là, tu vois tes amis, ta famille sont toutes là, puis toutes les fans d'ambiance au PEP, c'est autre chose là, comparé ailleurs au Canada. Nos partisans sont assez incroyables. Donc, c'est de loin le plus beau moment que j'ai vécu. Excellent. Sentiment de vengeance aussi, un peu, c'est toujours, c'est même ça. fun à vivre. De vengeance, puis du devoir accompli, d'avoir bien bouclé la boucle. Là, c'est un petit poids de moins, si on veut, sur nos épaules. C'est un bon défi qu'on s'était donné au début de l'année, même directement quand ça l'a fini. Une ou 2 semaines après, on en parlait déjà, qu'un an plus tard, on avait des chances de les revoir exactement à cette place-là. Puis tout s'est bien passé. Des deux équipes qui étaient très bons encore cette année-là, puis on a pu les rencontrer, donc on a eu la chance de se reprendre. Excellent. Puis, on connaît un peu là, le contexte actuel. Là, tu nous parlais que l'année dernière, vous avez malheureusement perdu contre les Carabins cette saison. La saison a été annulée à cause du COVID. Comment vous avez vécu ça, là, cette annulation de la saison? Est-ce que ça a été une grosse déception pour vous? Est-ce que les attentes étaient encore super élevées pour cette saison? Comment ça a été vécu, cette annulation-là? C'est sûr que c'est comme probablement tous les sportifs, ça a fait très mal. Quand tu t'entraînes, quand la saison finit, tu as un mois pour décompresser un petit peu puis préparer les petits bobos. Puis après, tu recommences à t'entraîner puis tu as juste hâte au début de la prochaine saison pour pouvoir jouer. Puis il n'y a personne qui fait du sport pour l'hiver d'entraînement ou bien la période de off-season, si je peux me permettre. Là, c'est tout pour les moments en compétition puis d'être avec les gars et tout. Donc, c'est sûr que ça a été assez dur là, de ne pas voir justement aussi les gars. Veux pas, probablement durant la saison, je les voyais plus que ma propre famille. Là. Je passais nombreuses heures par jour avec eux. Donc, c'est sûr que c'est comme un petit peu du tout au tout. Là. C'est une bonne différence, si on veut. Puis c'était plate un petit peu, mais on s'est adapté comme un petit peu tout le monde. Puis on a trouvé d'autres moyens de s'entraîner et de se garder en forme malgré tout. Yeah, c'est ça, je vais faire du pouce là, sur ce que tu viens de dire. C'est quoi les moyens que toi, tu as trouvé en tant que botteur? Ça va être difficile de s'entraîner de façon spécifique. Comment tu t'es réinventé par rapport à ça là, avec la pandémie? Puis tout ça? Au début, quand la pandémie est arrivée, j'ai trouvé sur Internet des sets de poids pas trop chers que je pouvais utiliser. Donc, j'ai pu faire ça comme ça. À un certain moment, je m'entraînais avec des cruches d'eau qui étaient remplies, fait que ça me faisait du poids. J'ai
j'ai eu par mes parents un petit cadeau qui était très utile, un filet de botteur, comme on voit un petit peu dans les parties. Là. Ouais. Fait que je le plaçais dans mon garage, puis dehors, puis je bottais. J'essayais de garder un petit peu ma forme malgré le fait que je sois dans un garage. C'est pas évident, mais en trouver des petits trucs, des petites techniques. Je me suis mis à aller courir dehors aussi un petit peu, des choses que je n'avais pas vraiment fait avant. Essayer de se réinventer un petit peu pour garder la forme, puis pas trop en perdre. Là. Ben moi, c'est pas mal ça. Puis là, après ça, on sait que récemment, tu as eu la possibilité d'aller jouer là, au Hula Bowl, qui est un événement organisé aux États-Unis avec plusieurs joueurs universitaires de la NCAA qui ont la possibilité d'être pêchés dans la NFL, là, le draft qui s'en vient. Comment ça s'est passé? Là? Comment ils t'ont approché pour aller là-bas? Puis c'est quoi la visibilité que tu as pu recevoir là, en étant là-bas? Comment ça s'est passé? Ça s'est fait extrêmement vite. Là, environ une semaine et demie avant que je parte, je me suis fait appeler par mon agent, puis il m'a dit qu'il y avait justement le Hula Bowl qui était intéressé. Lui, il avait envoyé mes vidéos là-bas. Il avait besoin d'un botteur, puis il était intéressé à mes services. Donc là, tout de suite, quand on a eu le hockey, le go, on a commencé à réserver les billets. Nous autres, ici, il fallait passer un test COVID pour pouvoir rentrer sur l'île d'Hawaï. Donc, prendre les rendez-vous pour ça aussi. Puis ça s'est fait vite dans l'espace d'une semaine, tout planifié. Puis après, je suis parti là-bas. Là. Puis pour qu'est-ce qui est de l'expérience, c'est sûr que la visibilité là-bas, à chaque jour, ben, durant toute la semaine, les entraîneurs, il y avait des recruteurs de chaque équipe de la NFL qui étaient présents. Donc, ils étaient dans les estrades ou sur le terrain des fois, puis ils regardaient, ils prenaient des petites notes. Ils étaient là à l'hôtel le soir, on répondait à des questionnaires, les pesées, les grandeurs, toutes ces affaires-là, des tests cognitifs aussi qu'on a fait avec eux tout au long de la semaine, si on veut, pour qu'ils puissent bien nous analyser. Là. Donc, c'est sûr que, surtout, ben, par exemple, de mon côté, j'étais un Canadien là, qui arrive là-bas, puis d'après moi, il ne me connaissait pas. Je suis pas mal sûr qu'il ne me connaissait pas, il n'avait jamais entendu mon nom. Donc, ça a peut-être été une chance d'avoir une première ébauche de moi, de placer mon nom là-bas là, dans le système américain. Ouais, c'est ça, comme tu dis, là-bas, c'est vraiment plus des athlètes américains là, issus des universités américaines. En fait, c'est juste des joueurs américains. Puis là, toi, cette année, tu as eu la chance là, de pouvoir t'y joindre. Est-ce que tu as vécu ça d'une manière différente, justement, vu que tu n'étais pas un intrus, mais quelqu'un, justement, qui peut-être, à cause que tu es Canadien, tu n'es pas supposé être là, entre guillemets. Oui, ben c'est sûr que ça a suscité des questions. J'ai eu beaucoup de questions sur la température ici, les COVID, qu'est-ce qui se passe à Québec de ça. Ils savent pas trop, ils connaissent pas trop nos habitudes de vie ici, puis ils me questionnaient aussi sur l'université, que c'est différent le football américain que nous, ce qu'on joue. Donc, c'est sûr que ça a été une petite différence, mais je pense que l'adaptation, c'est quand même bien fait. C'est sûr que tu n'as pas beaucoup de temps pour te faire des connaissances. Des fois, les sujets étaient un petit peu plus durs de conversation, puisque eux, les gars, probablement, qui étaient là, ils ont tous joué un petit peu contre de loin ou de proche. Ils ont toutes des expériences communes dans la NCAA. Ils ont des événements, ils ont des petits sujets de discussion un petit peu, tandis que moi, comme tu dis, j'étais un petit peu l'intrus. J'arrivais là, il y avait moi qui était Canadien, puis il y avait deux joueurs japonais. Donc, on était les deux seuls qui n'étaient pas les trois seuls qui n'étaient pas américains. Donc, c'est sûr qu'on a suscité un petit peu de questionnement puis d'intérêt, puis il a fallu qu'on prouve ce qu'on est capable de faire, puisque les gars ne nous connaissaient pas là-bas. Là. Est-ce que cette expérience-là, ça t'a, de goûter un peu à cette expérience-là, est-ce que ça t'a donné envie de plus, de vouloir aller au sud de la frontière là, pour jouer à NFL, ou t'as tempéré les attentes, tu t'es dit j'y vais, advienne ce que pourra pour le fun, puis on verra, ou tes attentes ont monté depuis que tu as participé à ça? C'est sûr que mes attentes ont peut-être monté un petit peu, puisque je ne m'attendais pas pantoute à ça. Là. Surtout nous, on n'avait pas joué à cause de la pandémie, puis la plupart des États-Unis, des programmes américains ont joué à l'automne. Donc, tant qu'à moi, je partais déjà avec une prise, puis j'ai pas vraiment vu l'invitation venir. Là. Je m'attendais vraiment pas à ça. Donc,
c'est sûr que ça a monté un petit peu mes attentes, mais en même temps, je m'en fais vraiment pas trop. Là. Si j'ai une opportunité, je vais l'avoir, puis ça va être tant mieux, puis je vais être bien content de pouvoir montrer ce que je suis capable de faire, mais c'est pas une finalité si, par exemple, je n'ai pas une invitation à un camp de la NFL. Là. Je ne mets pas tous mes espoirs là-dessus. Mais c'est sûr que ça serait un beau bonus d'avoir une chance de se trouver dans la plus grosse ligue de football au monde. Oui, c'est sûr. Puis, parlons un peu du match là, que tu as vécu au La Balle. Votre équipe l'a emporté. Là, je pense que c'était 15-13, là, je ne suis pas certain. 15-10, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Je ne suis plus certain, mais en tout cas, ça a été un match dans lequel tu as été beaucoup sollicité, justement, là, justement par rapport au faible score. Comment tu as vécu là, ce match-là, vraiment serré un peu, comme tu nous expliquais tantôt par rapport au match là, un peu rouge et or, carabin. Comment tu as vécu ce match-là? Oui, ben c'est sûr que le match, même si c'est un match, ça revient un petit peu à un match des étoiles là, qu'on peut voir parfois au basket ou au hockey. Les gars sont plus. Les coachs sont plus lousses, si on veut dire. C'est sûr qu'il y a des moments pour être sérieux, mais durant la partie, les joueurs, tu essaies d'avoir du fun, puis il n'y a personne qui est là pour se blesser, puis il n'y a pas de. Il y a pas de coup de. Il y a pas de coup dans le bas des genoux, des affaires comme ça, mais c'est sûr que moi, j'ai été mis à contribution, puis ça a été le fun. Si je peux prendre l'exemple de l'autre botteur, lui, je pense qu'il a embarqué 2 ou 3 fois sur le terrain, le botteur de précision. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire 4 placements. J'en ai manqué un, j'ai fini 3 en 4, mais j'ai pu prouver un petit peu. J'ai pu mettre mon grain de sel un petit peu dans cette partie-là. Ça avait été plate un petit peu d'y aller, puis à la fin de la semaine arriver, puis pas contribué. Là, ça l'a bien tombé. C'était parfait. Yes. J'ai peut-être une petite question avant. Je sais qu'Émile, tu veux partir sur ce qui s'en vient, la CFL et tout, mais tu parlais que tu as manqué un botté de placement. Quand un botteur passe sur une mauvaise séquence, là, il rate 2-3 bottés de placement. Là, comment tu fais dans ta tête, toi, pour te remettre rapidement là, est-ce que c'est facile la capacité à oublier? Est-ce que c'est une qualité chez un botteur à avoir d'oublier ce qui s'est passé? Parce que souvent, on voit des botteurs dans la NFL, quoi que ce soit, qui partent sur des mauvaises séquences, puis c'est tough se remettre. Comment toi tu le vis, ça? C'est sûr que la capacité à faire le vide, si on veut, là, que j'appelle, ou comme tu dis, d'oublier ce qui s'est passé, c'est extrêmement important. Puisque si tu penses au botté qui vient de se passer que tu as manqué, probablement que tu vas manquer lui d'après, et ainsi de suite. Puis ça vient dans un cercle sans fin, puis là, ta confiance est affectée. Donc, moi, souvent, ce que je fais, si j'en manque un, c'est de revenir à la base. Je me dis des petits points techniques que je sais que je maîtrise, puis que un petit peu un discours aussi positif, là, que je suis capable de faire ce type de botté-là. Là. Ça arrive parfois, on vise toujours la perfection, mais des fois, on vise un petit peu à côté. Mais c'est sûr que le discours, puis aussi d'oublier, de faire le vide, de relaxer aussi, ça peut aider. Des fois, on commence à stresser à cause qu'on en a manqué un. Donc, c'est plutôt l'inverse de rester calme qui va nous aider à passer à autre chose. Puis souvent, quand j'en manque un, je réussis celui-là d'après. Lui manquer est oublié, puis on y repensera après la partie qu'on puisse le corriger, mais pendant la partie, c'est important de le laisser de côté. Êtes-vous, j'imagine que vous avez des séances d'analyse vidéo là, par rapport à vos matchs. Est-ce que toi, tu as des analyses vidéo par rapport à tes bottées que tu fais avec un entraîneur personnel à toi? Oui, c'est sûr que moi, il n'y a pas vraiment. Les gars, ce qu'ils analysent plus, c'est le côté stratégique. Les autres positions, c'est plus la stratégie contre l'autre équipe. Tandis que moi, souvent, ce que je fais, c'est plus regarder ma technique sur vidéo. Oui, j'ai un coach de botteur, c'est un Américain. Donc, il n'est pas tout le temps ici à Québec. Je peux lui envoyer mon film, il le regarde, on l'analyse, on peut s'appeler, puis j'essaie de travailler un petit peu avec lui pour améliorer certains points que lui, des fois, il voit, ou même moi, je peux réaliser là, en regardant le bottin nouveau. Là. Donc, c'est sûr que j'ai moins d'heures de vidéo à faire que les autres positions, que des fois, ils apprennent le cahier de jeu offensif ou défensif de l'autre équipe au complet. Là, mais c'est sûr qu'il y a une petite partie de technique que je regarde sur les vidéos. Puis,
Tu me parles des jeux offensifs, etc. Est-ce que tu as déjà été impliqué en situation de match dans des jeux truqués où là, tu as dû apprendre un jeu plus offensif, une situation de jeu offensive? C'est sûr que sur les unités spéciales, en offensive, non, mais sur les unités spéciales, des fois, au début de l'année, on prépare toujours des jeux truqués, puis c'est très rare qu'on en fait. Là, on les pratique plus souvent qu'autrement, là, mais on a tout le temps un ou deux dans notre poche arrière là, qu'on peut sortir puis qu'on peut essayer de créer une étincelle. Là, donc, mais non, c'est pas arrivé que j'ai été impliqué dans un. OK. Pardon. Puis, écoute, moi et Arnaud, cet été, on est allé une fois, là, on s'est mis dans la peau d'un botteur, justement. On est parti faire des bottées. Par contre, on n'était pas super bon. Je pense qu'on faisait des 30 verges. Toi, c'est quoi 37, je pense. On s'est rendu à 37, je pense. On s'est rendu à 37. Mais ton plus long botté, toi, c'est quoi? Combien de verges? À l'entraînement, Émile, à l'entraînement? À l'entraînement, peu importe, là, le plus long, le plus long que tu as réussi. En partie, c'est 49. C'est très rare qu'on va plus loin que ça parce que si on le manque, la couverture est difficile avec on a beaucoup de joueurs de ligne qui protègent, fait que ça devient difficile de couvrir. Puis en pratique, j'ai déjà fait 67 verges avec un petit vent de dos. Pas personne qui me dérange et tout, là, mais ça arrivera. Je pense pas que ça va réarriver. Là, on a des croûtes à manger, Emile. On a des croûtes à manger. C'est impressionnant. Ouais. Nous non plus, on n'avait pas de pression, mais on a fait 37. Ouais, mais il y a une coupe d'heures de pratique. Oui, c'est ça. J'ai essayé de botter un ballon de soccer il n'y a pas longtemps, puis ça part tout croche. Vous êtes probablement meilleur que moi de ce côté-là. Good. Tout ça. Avant de conclure là, avec Émile, hier, on a eu c'est sorti dans les médias comme quoi tu as été invité à participer au Combine là, de la CFL nationale. C'est quoi qui s'en vient dans les prochains mois là, pour toi, David Côté? Tu vas participer à ça, le repêchage. C'est quoi un petit peu le planning qui s'en vient? Là, dans le fond, depuis 2 mois environ, 2-3 mois, on se prépare en vue des tests physiques qu'on va avoir. D'habitude, c'est en présentiel qu'on fait ça, évidemment, avec les autres joueurs des autres équipes au Canada. Là, cette année, ça va être de façon virtuelle à cause de la pandémie. Donc, on a jusqu'au 10 avril pour envoyer nos tests physiques filmés, si on veut, là, à la ligne canadienne. Puis après, on va avoir le repêchage probablement début mai. Les dates ne sont pas encore sorties. Là. Ils ont dit qu'ils allaient sortir ça prochainement. Mais on attend des dates pour le repêchage. Puis là, ça va être de faire des entrevues si les équipes ont de l'intérêt envers moi. Ça va être des entrevues probablement en Zoom ou bien des appels téléphoniques. Puis ça va être d'essayer de me vanter un petit peu auprès de ces équipes-là pour les convaincre de me sélectionner ou bien de prendre une chance sur moi pour jouer. Good. Puis, est-ce que ton objectif serait d'être repêché et, exemple, d'avoir une place déjà dans une équipe de la CFL, ou est-ce que tu voudrais retourner pour ta dernière saison au Rouge et Or puis revivre un peu cette expérience universitaire? Vers quoi un petit peu tu veux t'enligner? Quels sont vraiment tes objectifs là, à court et un peu plus long terme? C'est sûr que d'être repêché, ça ferait un rêve de petit gars un petit peu accompli, là, de se faire nommer ton nom dans un repêchage professionnel. Je pense que c'est quelque chose de spécial qui arrive à peu de gens. Donc, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir un repêchage, d'être repêché plutôt. C'est sûr que botteur, c'est un petit peu différent. Parfois, on se fait plus signer comme agent libre à la fin du repêchage. Ça dépend des équipes, des stratégies. Mais c'est sûr que si j'ai une chance de pouvoir être dans une équipe dès cette année puis de jouer au niveau professionnel, c'est sûr que ce serait une opportunité que je pense que je ne pourrais pas laisser passer. Mais d'un autre côté, j'ai encore la défaite contre Montréal sur le cœur de 2 ans avant la pandémie. Là. On a fini là-dessus. Donc, j'aimerais ça peut-être revenir une autre année là, pour, comme tu dis, boucler la boucle de la bonne façon. Puis, c'est sûr que être avec les gars aussi, c'est pas pareil. Là, jouer universitaire, jouer professionnel, c'est pas la même énergie non plus dans le vestiaire et tout. Là, c'est différent. Donc,
ça va dépendre des opportunités qui se présentent à moi, puis ça va être rendu à ce moment-là que je vais pouvoir prendre une décision un petit peu plus éclairée. Oui, 100%. Puis on te souhaite absolument la meilleure des chances là-dedans. On va continuer à te suivre aussi. Je ne sais pas, Arnaud, si tu avais quelque chose là, avant que je passe au dernier petit bout Non. de la discussion. Donc, dans le fond, c'est quelque chose qu'on fait là, avec toutes les invités qu'on reçoit. Juste un petit segment, là, ça ou ça. On a 2-3 petites questions pour toi. On propose deux choix, puis tu y vas avec ce que tu préfères. Parfait. Fait que le premier, ce serait, vu que tu as participé au Hula Ball, là, tu as un peu plus joué avec les règles du football américain versus les règles du football canadien là, qui sont un peu différentes. Ouais. Est-ce que tu préfères les règles du football américain ou les règles du football canadien? Je te dirais les règles du football canadien. La raison est simple, les batteurs sont beaucoup plus impliqués. Puis vu que c'est 3 essais, et on est moins longtemps sur le banc. Là, ça va assez vite à 3 essais. Là, les batteurs sont souvent impliqués. Excellent. Jouer un match sous la pluie ou jouer un match sous la neige? Et, je te dirais sous la pluie. Je te dirais sous la pluie parce que quand il neige, ça veut dire qu'il fait froid, puis le ballon s'en vient assez dur, puis tu as le feeling de botter une roche, donc c'est pas très agréable. J'aime mieux botter sous la pluie. Excellent. Dernier petit... jouer une journée de match où tu réussis à, mettons, 5 placements sur 5 ou une journée de match où tu réussis juste un placement, mais c'est le placement, mettons, quand il reste 3 secondes au 4e quart puis qui vous fait gagner le match? Définitivement, un placement qui fait gagner le match, là, c'est un bon moyen de se faire valoriser, de réussir un placement comme ça, puis d'avoir un petit peu de reconnaissance que les batteurs ont assez rarement. On se fait plus souvent parler de négatif que de positif. Donc, c'est sûr de contribuer à la victoire de l'équipe avec un placement comme ça serait assez plaisant. Alors, remarque que 5 en 5, c'est pas une mauvaise performance non plus. Ça se passe bien, mais je prendrais le ça se prend bien. Ça se prend bien pour les statistiques, mais bon, excellente réponse. C'est tout pour ça. Écoute, David, un gros merci là, pour ton temps, pour ta présence. Ça a été vraiment le fun là, de pouvoir discuter avec toi là, de tous ces sujets-là. On te souhaite, comme je t'ai dit, là, la meilleure des chances pour la suite, pour le repêchage qui va s'en venir, pour tes camps d'évaluation. On va continuer à suivre tout ça. Fait qu'on te souhaite la meilleure des chances là, par rapport à ça. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Très nice ce que vous faites comme podcast. J'aime bien ça. Yes, merci à toi, là, comme Émile l'a dit. Là. Yes, gros merci. Ça fait plaisir. C'est bon, salut. Salut, David, ciao.